Eh bien, salut à tous et à tous les amis, c'est Roku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la review du chapitre légendaire de One Piece qui est sorti. On va faire la review du chapitre 1189 et mine de rien, il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui, je vais vous régaler. Voilà, je vous le dis, je vais vous régaler et je vais vous hype parce que là, One Piece, ça commence vraiment à devenir incroyable. C'est bon, l'arc Elbaf, là on est au prime. On est au prime de l'arc Elbaf. Avant de commencer, n'oubliez pas que ça va spoil. Si vous êtes un anime only, dégagez de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros like, de vous abonner et de partager cette vidéo à un maximum de personnes fans de One Piece. Et sans plus attendre, on est parti. Donc on a la cover de ce petit chapitre qui est plutôt marrante. Mais bon, ça on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la première page. Ici, on a Luffy. Luffy qui est transpercé par Imu. Parce que oui, la dernière fois, le cliffhanger du dernier chapitre, du chapitre 1188, c'est Luffy qui s'est fait transpercer par Imu. Donc là, Luffy, il est transpercé, il est pas bien, il est en train d'agoniser. Là, du coup, on revoit la même scène qu'on avait vue, donc Imu qui est en train de le transpercer. Ça, c'est juste la première page, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, deuxième page. Cette deuxième page-là, faut qu'on en parle un peu. Donc ici, on a Usopp. Usopp qui, je ne sais pas comment il a fait, il a réussi à repérer, à sentir le haki de Luffy. Il a senti son haki, il a senti que son haki s'est affaibli. Bon, c'est pas vraiment une théorie, c'est un fait. Usopp vient de retrouver son haki de l'observation et ça fait plaisir. Donc là, ils sont en train de dire que le haki de Luffy s'est affaibli, que Luffy il est mal en point. Voilà, et c'est totalement vrai. Luffy il est pas bien du tout. Là, il est vraiment, genre vraiment, il est aux portes de la mort. Il peut mourir, hein, c'est possible. Oda pourrait le tuer, mais bon, je pense pas qu'il irait jusqu'à là. Donc c'est tout pour cette page. On enchaîne avec cette page qui est très longue, hein, voilà, le découpage merdique de Oda. On est habitué, donc on va aller, on va procéder moitié par moitié. Donc on commence avec celle-ci. Donc ici, on a Brook qui tente de réveiller Gunko. Brook qui tente de réveiller la princesse Shuri. Princesse Shuri que j'adore énormément. Gunko, on n'en parle pas assez, mais c'est un personnage très bien écrit, un personnage très sous-coté, qui est vraiment très bien, et j'ai vraiment très hâte de voir les retrouvailles entre Brook et Shuri. Il y en a qui m'ont posé des questions, qui m'ont dit pourquoi est-ce que Shuri s'appelle Gunko, pourquoi est-ce que Gunko s'appelle Shuri. Il y en a qui n'ont pas compris. Shuri, à la base, c'est le nom qui lui a été donné à la naissance, mais ensuite, Shuri, elle est revenue chez son daron, chez son vrai daron, donc le dragon céleste, et il lui a donné le nom de Gunko, voilà. Mais en réalité, son véritable nom, son nom de naissance, qui lui a été donné par son père adoptif, le roi Louis, c'est Shuri. Et ici, on a l'arrivée de Ajroudin et de Mawefu de cet arc Elbaf, Gerd ou Gerd, je sais pas comment on dit, moi je dis Gerd. Chopper a utilisé son petit guard point pour amortir la chute, voilà. Ok, prochaine page, on a Ajroudin qui est arrivé du coup à côté de Loki, et on a un petit flashback. Donc le Jarl qui avait demandé de revenir vers Loki tout simplement parce que en réalité le véritable objectif de Imu et de ces chevaliers divins, c'est pas de juste kidnapper les enfants comme ça. Ce qu'ils veulent, c'est soumettre Elbaf, tout simplement. Ils veulent soumettre Elbaf, faire des guerriers géants, leurs esclaves. Et c'est ça le truc en fait. Les enfants, même s'ils les sauvent, ce ne sera que temporaire. Ils reviendront les chercher, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette page. Ensuite, on revient avec Imu. Imu qui est tout simplement... Là, il est à son prime. Ces deux chapitres là, ces deux derniers chapitres, Imu est à son prime. On lui avait craché dessus. On l'avait craché dessus quand Luffy lui avait mis sa petite patate. On disait Imu c'est un antagoniste de merde. Imu c'est une petite frappe ou je sais pas quoi. En réalité, non. En réalité, non. Tous ceux qui ont critiqué Oda, tous ceux qui ont dit que Imu c'est une merde, allez vous faire foutre, parce que là on vient de nous confirmer que Imu c'est pas une fraude, on vient de nous confirmer que Imu c'est le roi du monde, c'est vraiment le roi du monde. Voilà, Oda il a cook, on peut dire ce qu'on veut, mais Oda là, ces jours-ci il est à son prime, il a cook Oda. Imu a transpercé Luffy avec une épée, et là il s'apprête à le transpercer avec une deuxième épée. Il transperce Luffy avec l'autre épée, celle qui dévore l'énergie vitale. Elle s'appelle Fragarak ou Fragarach, j'espère que je prononce bien. Voilà, et le kanji, donc ici on nous explique épée du dieu des mers. Cette épée là, c'est l'épée du dieu des océans. Donc ma petite théorie, c'est que cette épée a un peu le même effet que le granit marin, donc elle va tout simplement annuler les pouvoirs de Luffy. Donc là on a un petit flashback avec Shanks, Gaban, Loki et le Jarl. Loki veut venger son père et les soldats avec le fruit du démon, avec le fruit du dragon, modèle Nidhogg, mais Shanks l'arrête tout de suite, il lui dit non. Il dit Harald, c'était mon ami, j'aimerais en faire autant, moi aussi je veux le venger.
Le truc, c'est que le gouvernement mondial, ils ont fait ça, s'ils ont manipulé Harald, c'est pour dominer Elbaf. Leur objectif, c'était pas de tuer Harald, non. Leur objectif, c'était de préparer une guerre. Ils préparaient une guerre. Ce qu'ils veulent, c'est soumettre Elbaf au gouvernement mondial, faire d'eux des esclaves, tout simplement. Là, Loki, il est dans la haine, d'accord? Donc, il vient de tuer son propre père. Il vient de tuer son propre père de ses mains, qui a été manipulé par le Domi Reversi, je rappelle. Shanks pose une question à Loki. Quel est le coupable? Qui comptes-tu abattre? Loki dit que c'est le gouvernement mondial. Le truc, c'est que Shanks, il vient, il souligne un truc, il dit non. Celui qui manipule Harald, c'est pas le gouvernement mondial. Parce qu'en fait, Loki, lui, il sait pas, Loki et le Jarl, ils ne savent pas que le gouvernement mondial, c'est pas le gouvernement mondial qu'ils ont dans leur tête. Parce que, pour ceux qui savent pas, dans le monde de One Piece, les gens pensent que le gouvernement mondial, les seuls qui dirigent, entre guillemets, c'est les 5 doyens. Le Gorosei. Dans la tête de tout le monde, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi du monde, il n'y a pas de mec, il n'y a pas de souverain, il n'y a pas de mec qui dirige le monde. Alors que si, c'est un secret dans le gouvernement mondial. Bon, aujourd'hui, c'est plus vraiment un secret pour nous, mais pour le monde de One Piece, pour les habitants du monde de One Piece, c'est un secret. Ils ne savent pas encore que le roi du monde existe. Et ce roi, c'est Imu. C'est Saint Nerona Imu. C'est le roi du monde. Là, il y a le Jarl qui dit « Tu racontes de la merde ». Tu racontes de la merde, il n'y a pas de roi unique dans le gouvernement mondial. Et Shanks déjà lui, il a vu Imu, tout simplement, parce qu'il a fait le premier pacte avec lui, donc il a vu Imu de ses yeux. Pendant un moment, il est retourné à Marijois, parce que je rappelle, pour ceux qui ont oublié, Shanks est un descendant de la famille Figarland. La famille Figarland est une des 19 familles qui a fondé le gouvernement mondial. Les 19 familles, on va en parler plus tard. Et aussi Shanks, il y en a beaucoup qui me contredisent, mais Shanks est bel et bien un dragon céleste. Oui, oui, même si il a renoncé à ses idéaux, même si c'est pas un méchant, c'est un dragon céleste. Tout comme Doflamingo, tout comme Gunko d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui me contredisent là-dessus, mais il y a un autre personnage qui est aussi un dragon céleste, c'est Bonnie. Bonnie est une dragon céleste. Beaucoup pensent que je dis de la merde, mais c'est totalement vrai. Bonnie est une dragon céleste. C'est la fille d'un dragon céleste. Elle a le sang d'un des 19 fondateurs du gouvernement mondial. Parce que pour rappel, les dragons célestes, tous les dragons célestes sont des descendants des 19 familles qui ont créé le gouvernement mondial. Pour ceux qui disent que les chevaliers divins c'est pas des dragons célestes, si, les chevaliers divins sont des dragons célestes. Comme Imu est un dragon céleste, comme le Gorosei sont des dragons célestes. Tous ceux qui vivent à Marijois sont des dragons célestes. Le Loki dit, il sous-estime Imu, il dit que si c'est ce roi qui est le coupable, juste prendre sa tête, ce sera facile. Mais là, Shanks, il vient et le remet à sa place. Il lui dit non, mon frère, moi je suis allé à Marijois, je sais de quoi je parle, d'accord? Je sais de quoi je parle. Imu, c'est pas quelqu'un que tu peux tuer comme ça, d'accord? Imu, c'est pas un pirate lambda ou un roi lambda, non. Imu, c'est un dieu. Imu, c'est le roi du monde. C'est le dieu du monde. Tu peux pas le tuer comme ça. Si c'était possible de le tuer, crois-moi, moi je l'aurais déjà fait. Imu, c'est la personne, c'est l'entité la plus puissante de One Piece. Voilà, et je ne suis même pas ouvert au débat, c'est la vérité, c'est totalement vrai. Mais, en revanche, il y a une seule personne, une seule personne qui aurait pu tuer Imu. Une personne qui aurait pu tuer, qui avait une chance, c'est Rox Dixebec ou Davy Dixebec, c'est son véritable nom. C'est la seule personne dans le monde de One Piece qui avait une chance de tuer Imu. Il est allé en face à face, il est arrivé en face de lui, il lui a mis un coup de pression de zinzin, il lui a dit « je vais revenir ». Personne n'a réussi à arriver à la chambre d'Imu à part cet homme, Xebec. C'est le seul et unique. Xebec est le seul qui peut tuer Imu, mais il est mort. Voilà. Mais sa volonté perdure encore, sa volonté est allée dans son fils, Teach Barbe Noire, qui lui peut tuer Imu. C'est pour ça que moi, ma petite théorie, c'est que celui qui vaincra Imu, ce n'est pas Luffy, ce n'est pas Shanks. Pour moi, celui qui vaincra Imu, c'est Barbe Noire. Il va terminer le travail que son daron avait commencé. C'est ma théorie. Barbe Noire va tuer Imu. Voilà, on enchaîne. Donc on a ici notre petit Ajrodin qui veut aider Loki, qui veut aider à tuer Imu, mais soyons honnêtes, il dit un peu de la merde, il n'a aucune chance contre Imu. Si Loki, si Luffy n'ont pas réussi, alors personne ne pourra vaincre Imu. C'est pour ça que je vous le dis, c'est ma théorie, les Mugiwara vont perdre. Voilà, c'est ma théorie, les enfants vont vraiment se faire kidnapper, il n'y aura pas de gagnant ici. Donc ici on a Brook qui est fâché car Ragnir a gelé Gunko.
et dit qu'elle était dangereuse, mais elle était forcément manipulée. Et ici, j'aime bien ce qu'il dit. Il dit que cet enfant, donc Gunko, Shuri, est comme sa propre fille. Je pense que c'est la chose qui me plaît le plus dans cet arc Elbaf, c'est la relation entre Brook, le développement de Brook et sa relation avec Shuri. Luffy a 2 lames en lui, 2 lames dans son corps, et il s'apprête à se faire transpercer par une hache, voire même décapiter carrément. Il est tellement mal, vous pouvez pas vous imaginer à quel point Luffy il est pas bien du tout. Mais le truc que je comprends pas, c'est son Gear 5. Pourquoi son Gear 5 est encore activé alors qu'il est mal en point, alors qu'il est quasiment aux portes de la mort? Est-ce que Luffy va nous pondre une petite technique secrète? Est-ce que Luffy va nous faire une petite remontada? Je ne pense pas, mais ça reste une petite théorie. Voilà. Enchaînons directement avec l'avant-dernière page. Donc on a Zoro qui affronte Summers, qui affronte Saint Summers. Et ici on a Summers qui nous explique un truc très important, un sujet que nous devons absolument aborder, c'est le climax de cette vidéo. Il y a 800 ans, les 19 rois, donc les 19 fondateurs du gouvernement mondial qui ont créé le monde, ont fait vœu d'égalité et ont planté leurs propres armes autour du trône vacant. Vous vous rappelez à l'arc de la rêverie et même à l'arc de Egghead, on a vu ces armes, on a vu ces petites épées. En réalité, les épées que Imu et les épées que tous les chevaliers divins utilisent sont les armes des dieux, les armes des 19 rois. Bon, c'est pas des dieux, c'est des rois, mais vous avez capté. Les armes des 19 rois qui ont créé le monde. Maintenant, j'ai une théorie. Cette petite théorie, il faut absolument que j'en parle. On est d'accord, à la base, il y a 20 fondateurs. Pourquoi 20 fondateurs? Parce que 19 fondateurs, c'est ceux qui se sont installés à Marijois. Mais il y a une 20e fondatrice. C'est Nefertari Dilili. Quelle est l'arme, quelle est l'épée de Nefertari Dilili? Est-ce que l'arme de Nefertari Dilili se trouve à Alabasta? On sait que les 19 rois ont d'armes. S'ils ont tous planté leurs propres armes, ça veut dire que les 19 rois avaient tous une lame, au moins une lame. Ça veut dire que Nefertari Dilili, qui était la 20e fondatrice, qui a refusé de s'installer à Marijois, avait une lame elle aussi. Où se trouve-t-elle? Vivi pourrait l'utiliser pour venger son père. Je ne sais pas pourquoi, mais cette théorie me semble crédible. Donnez-moi votre avis en commentaire. Summers nous explique que toutes les armes qu'on a vues dans l'arc Elbaf font partie des 19 armes qui ont gouverné le monde. Donc, Tofu, Bofu, Nemesis, Longinus, Stigma, Muramasa. Toutes ces armes sont les armes des rois du monde. Voilà. Regardez-moi bien ce nom. Tofu, Bofu. Ça me rappelle une arme. Yoru. Je vous pose cette question. J'ai besoin de savoir. Est-ce que la lame de Mihawk, Yoru, serait l'une des 19 lames? Est-ce que Mihawk ne serait pas le fils de Imu? Bon, cette théorie va un peu loin, mais je pense que c'est crédible. Je pense qu'il y a une chance. Ok, dernière page. Summers nous montre sa lame. Sa lame, c'est Gram. Et ici, on a aussi Killingham qui affronte Sanji. Il nous montre aussi sa lame, Longinus. Donc Summers c'est un Seferd et Killingham c'est un Limoshin. La lame des Seferd c'est la Gram et la lame des Limoshiv c'est la Longinus. Et j'imagine que la lame des Nerona, donc la lame de Imu, c'est Stigma. On a Imu qui s'apprête à achever Luffy et il est sauvé in extremis par le Goat Gaban. Scopper Gaban vient de sauver Luffy. Le bras gauche du roi des pirates vient de sauver le futur roi des pirates. J'ai une petite théorie. Elle va faire très mal au cœur, mais je pense que malheureusement, Scopper Gaban va mourir. Et j'en suis même certain. Scopper Gaban va mourir en protégeant Luffy. Voilà, Scopper Gaban n'a aucune chance contre Imu. Il n'a aucune chance, faut pas déconner, il n'a aucune chance. Zoro est en train de se faire Summers et Sanji est en train de se faire Killingham. Luffy n'a aucune chance. Luffy, il est KO. Déjà, Luffy, à partir de maintenant, il peut plus se battre. Je ne pense pas que je ne le vois pas se relever. Et Scopper Gaban, je suis sûr qu'il va mourir. Je suis sûr que Scopper Gaban va mourir, c'est ma théorie. Voilà. J'ai une autre théorie, bon ça n'a rien à voir avec Imu. Gunko, je pense qu'elle va devenir gentille. Je pense que Gunko va devenir gentille et je pense qu'elle va s'allier avec les Mugiwara. Donc déjà une chose est sûre, c'est que peut-être dans le prochain chapitre ou après le prochain chapitre, c'est sûr on va voir les retrouvailles entre Gunko et Brook. C'est sûr, et des retrouvailles qui vont être très émouvantes. D'ailleurs, Oda Tuacook, magnifique. Il nous a cook dans le chapitre 1186, 87, 88, 89, peut-être dans 90 aussi, il nous a cook. Oda, là, depuis la fin du flashback de Brook, il nous a cook de zinzin. Mais genre vraiment, il nous a cook de zinzin.
Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker et surtout de la partager un maximum. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Sur ce, c'était Rokushibo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus les refs.